bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain qui prend l'air. Je suis pas super à l'aise pour filmer à l'extérieur. Je vous montre où je suis parce que dans la quête des boîtes à livres autour de chez moi, j'ai appris qu'il y en avait une à la Carrière, que j'ai trouvée d'ailleurs, qui est le même modèle qu'il y avait au parc de la Baie-Grazière, qui est pas très loin de chez moi non plus. Donc aujourd'hui en fait j'ai prévu de faire un petit tour des parcs parce que souvenez-vous dans mon précédent book haul je cherchais un autre modèle de boîte à livres en forme de croissant sur lequel on peut s'asseoir, qui a été fait aussi par des élèves du lycée Arago, donc je pense des élèves en menuiserie, peut-être ferronnerie aussi parce qu'il y a des éléments en métal. Et bref, je vous montre un petit peu le cadre. Je suis pas du tout à l'aise à filmer dehors, du tout. Je vous montre le cadre. Donc bienvenue à la Carrière. Je passe vite parce qu'il y a des gens qui passent. J'ai pas envie de les afficher. Donc c'est une ancienne carrière en fait qui a été qui a été reconvertie entre guillemets en parc il y a quelques années et dans laquelle il y a, vous allez peut-être le voir un peu entre les arbres, il y a un bâtiment là-bas qui va devenir, qui était avant une espèce de parc d'exposition où il y avait notamment le Festival des Jeux de Saint-Herblain. Et maintenant, il va y avoir un restaurant. Bon, alors, c'est un super cadre. Je vous montrerai le lac après. Il y a une étendue d'eau. C'est un super cadre de promenade. C'est juste magnifique, surtout la vue là-haut. Et en plus, je vais vous montrer un peu le lac. Bon, j'appelle ça un lac, mais on va dire la retenue d'eau. Là-bas, il y a des cygnes et compagnie. Et là-haut, entre guillemets, sur la falaise, il y a des petits moutons qui vont aller tondre la pelouse. C'est trop mignon. C'est vraiment un super cadre de promenade et c'est assez animé maintenant l'été. On a une guinguette. On peut jouer au boule, écouter de la musique. Donc là, vous voyez, c'est la même boîte à livres qu'il y a à la Baie-Grazière avec un toit qui est végétalisé. Donc on va aller voir. Je m'arrête ici. Je vous ferai la surprise. Vous avez vu comme je suis toute décoiffée? C'est de votre faute. Non, mais du coup, j'ai fini mon petit tour des boîtes à livres de Saint-Herblain. J'ai pas pu tout filmer comme je vous le disais parce que je me voyais mal me pointer et demander aux gens de dégager ou de pas passer par là parce que je filmais, ça se fait pas trop. Donc je voulais vous montrer ma petite récolte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien à 10 livres et demi. Et je vous expliquerai pourquoi. On commence par la boîte à livres du parc de la Baie-Grazière. Donc c'était l'endroit où j'avais déjà trouvé des livres précédemment dans un précédent book haul. Je vous le mettrai en barre. J'ai trouvé, on va dire, du classique et un truc de jeunesse qui me plaît trop. Donc tout bêtement, les Fables de La Fontaine. Est-il besoin de vous présenter ce que c'est? On est chez Gallimard avec une illustration de Virginie Berthemé. Donc pour moi, ce sont les musiciens de Brême. Et si je ne me trompe pas, c'est un conte de Andersen, si je ne me gourre pas. Ou peut-être Grimm, parce que je l'ai lu pour le... et donc c'est une édition de 2007. Regardez-moi ce prix. 2,80 €. Bon, moi je l'ai eu gratuitement, mais 2,80 €. Je pense que je vais... Comme pour les recueils de poésie ou recueils de nouvelles ou les magazines où il y a des articles, etc., je vais en piocher quelques-unes, sachant qu'entre eux, il y a une introduction à Monseigneur le Dauphin aussi, la vie d'Ésope le Phrygien. Donc ça, ce sont à Monseigneur le Dauphin et la vie d'Ésope le Phrygien, ce sont des textes de La Fontaine. Après, il y a les fables et il y a également un sacré paquet de notes. Donc les fables en elles-mêmes, c'est ça. On est sur 77 à... De 76 à 412, je vous laisse faire le calcul, j'ai la flemme et je suis nulle Enfin bref, on est quand même sur, je pense, une édition un petit peu universitaire. Je vais quand même vous lire le 4e de couverture.
La Fontaine le dit et le répète à l'envi. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Curieux pédagogue sans doute que ce poète qui dédie son œuvre au dauphin et qui prétend user pour former ce jeune homme de l'arme du mensonge. Car les fables cachent, travestissent, simulent et dissimulent à la fois. On doit apprendre à les lire. Pour cela, il faut démonter leurs mécanismes et leurs codes subtils, retrouver l'architecture secrète qui les ordonne. Les fables sont un piège, un leurre, l'envers des apparences. Il convient, pour les goûter, de retourner les évidences. Jean-Jacques Rousseau l'avait bien compris, qui écrivait dans l'Émile ou de l'éducation, donc, ou comment un homme qui a eu, je pense, une vingtaine d'enfants ou une dizaine en a mis la moitié en pension parce qu'il ne voulait pas les élever, si je ne me trompe pas. Donc, Jean-Jacques disait, on fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. J'ai commencé à mettre le nez dedans, j'ai probablement déjà une édition des Fables de La Fontaine, mais sans doute une édition qui est plus ancienne, et celle-là je la trouve vraiment plus jolie. Donc si je retrouve l'autre, elle partira en boîte à livres et je me garderai celle-là. Je me dis que il y a peut-être moyen que je fasse une petite sélection au fur et à mesure des lectures, parce que comme je vous ai dit, je vais en piocher. C'est pas un livre qu'on lit comme un roman. Il est possible que cela fasse l'objet de shorts. Donc ce sont les courtes vidéos YouTube qui doivent durer peut-être 90 secondes, je ne me souviens plus. Donc voilà, les Fables de La Fontaine. On passe ensuite à un autre classique. Catherine la Grande d'Henri Troyat de l'Académie française. On est chez J'ai lu Histoire avec un tableau de Lajezar Ochavkov d'après un portrait de Catherine II au musée russe de Leningrad. Donc vous voyez bien, on est quand même sur une très vieille édition qui a un peu pris le soleil, on dirait. C'est pas grave, ça me dérange pas moi. On est sur une édition de 1984, elle est presque aussi vieille que moi. Donc c'est un texte intégral. Quelle irrésistible ascension que celle de la petite princesse allemande Sophie d'Anhalt-Zerbst, née en 1726 et qui, à 36 ans, accède au trône de Russie sous le nom de Catherine II. Éprise de culture française, mais ayant appris le russe pour mieux comprendre son peuple, libérale dans ses amitiés, Voltaire, Diderot, d'Alembert, mais autocrate en son gouvernement, pudibonde en parole mais d'un insatiable tempérament, travailleuse acharnée mais aimant les enfants, les arbres, les bêtes, telle fut Catherine la Grande. Ce roc de volonté et d'une structure complexe, écrit Henri Troyat, et il fallait son acuité d'analyse pour en montrer tous les aspects, réconciliés dans un extraordinaire goût de vivre et de régner. J'ai envie de me mettre un petit peu à de l'historique. Un petit bout d'Henri Troyat. Alors, Henri Troyat, j'ai déjà lu La Neige en deuil il y a fort longtemps parce qu'il y a La Neige en deuil était chez ma grand-mère, ça devait appartenir sans doute à mon grand-père. C'est de l'Académie française, est-ce que c'est pas un petit peu très... Est-ce que c'est pas une littérature, enfin un style qui va être exigeant? À voir. Je vous lis un petit bout du chapitre 1er qui s'appelle Figchen. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ils espéraient un fils, c'est une fille. La future Catherine II de Russie naît le 21 avril 1729 à Stettin, en Poméranie, et reçoit les prénoms de Sophie, Frédéric, Augusta. Désolée de n'avoir pas su donner le jour à un garçon, la jeune mère, Johanna Elisabeth, ne s'attendrit guère au-dessus du berceau. Elle est du reste convaincue qu'avec sa beauté et son entre-gens, elle aurait pu accéder à un plus haut destin. Née Holstein-Gottorp, n'est-elle pas apparentée à la maison ducale des Holstein, dont la branche aînée peut prétendre à la couronne de Suède? Au lieu de la brillante ascension dont elle rêvait, elle a dû se contenter d'un parti modeste. C'est sa famille qui, sans la consulter, a arrangé le mariage. À 15 ans, elle a épousé le prince Christian-Auguste d'Anhalt-Zerbst, de 27 ans plus âgé qu'elle. Un bien petit personnage, en vérité, un de ces princes obscurs et désargentés qui pullulent dans l'Allemagne émiettée du XVIIIe siècle. Général-major dans l'armée prussienne, ce brave homme, ami de l'ordre, de l'économie et de la religion, entoure Johanna d'une tendresse qui ne saurait lui suffire. Passionnée d'intrigues mondaines, elle enrage de sa pauvre place dans la société. La vie de garnison, au fin fond de la province, lui paraît d'une monotonie humiliante.
Heureusement, peu après la naissance de Sophie, la famille peut s'installer dans le château fort de Stettin. C'est une sorte de promotion. Autre événement faste, l'année suivante, Johanna accouche enfin d'un garçon. Dieu l'a entendu. Elle reporte sur le nouveau-né l'affection et la fierté dont elle l'a privé sa fille. Celle-ci, toute petite encore, souffre amèrement de se voir préférer son cadet. Je ne l'ai pas dit du coup, mais il y a l'air d'avoir pas mal de notes de bas de page, donc je ne les ai pas lues parce que évidemment c'est pas évident de le faire tout en vous lisant un extrait comme ça, mais ça me paraissait prometteur. Ensuite, L'hiver de la beauté de Christiane Baroche chez Folio avec une illustration d'Henri Galeron. C'est un texte de 1990 a priori. Celui-là, je sais de quelle manière je le lirai. L'hiver de la beauté est un roman prolongement. Laclos, à la fin des Liaisons dangereuses, lance la Merteuil sur les routes du Nord où, pense-t-il, ne l'attendent qu'exil, misère et abandon. Mais après le détour presque initiatique de la variole et de la perte d'un œil, l'indomptable Merteuil reconstruit sa vie à Rotterdam, une vie pleine et entière que nous raconte sa lointaine descendante défigurée pareillement. Et Keria découvrira, à réinventer la marquise, comment guérir ses propres incertitudes. Roman d'aventure et de réflexion sur la laideur, sur les existences qui s'en accommodent avec force ou l'effacent, l'hiver de beauté, aussi du XVIIIe au XXe siècle, de la Hollande au Brésil, de la paix à la guerre et des vides du cœur à l'amour retrouvé. La présente édition comporte une postface détaillant la genèse de ce texte issu d'un autre, ainsi qu'un épisode supplémentaire mettant aux prises un Casanova de 70 ans et la marquise de Merteuil renaissant des cendres de sa beauté. Alors, ce texte-là, je l'ai pris parce que les Liaisons dangereuses, j'ai bien envie de les lire. J'aimerais me faire en fait un petit update lecture sur la thématique du roman épistolaire, parce que j'en ai lu un petit peu, pas beaucoup. Jusqu'à présent, mon préféré, ça reste quand même le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, le cercle de Guernesey, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Je vous mettrai les références en lien. J'ai lu également là récemment Lady Susan, si je ne me trompe pas, qui est exclusivement épistolaire, de Jane Austen. J'ai lu également Juvenilia, l'édition qui regroupe 3 textes, dont 2 épistolaires, si je ne me trompe pas, toujours de Jane Austen. Ce sont des œuvres de jeunesse. Et donc j'aimerais bien me faire un update lecture sur plusieurs livres, donc du classique et du plus récent, qui est plutôt épistolaire. Et où je me disais sinon je pouvais lire Les Liaisons dangereuses et lire la suite et en faire une vidéo dédiée. À voir, mais ça m'a donné des idées, des envies de vidéos. Je vais vous lire un extrait du premier chapitre, ça a l'air d'être découpé en parties. Quand ils m'ont vu, après, ils ont dit, le châtiment est passé sur elle comme une langue de feu. Mourir décidément n'est rien, laissons-la. La fièvre m'agrippa longtemps. Je les entendais qui, dans une pénombre distante, de toute leur hauteur protégée par les bains joints et les voiles, évaluaient ce qui me restait de vie, selon une monnaie que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de pitié dans leur regard, ni même de crainte. On parlait à voix basse de mon mal et de cette prudence nécessaire qui les retenait de venir peser mon malheur de plus près. Les servantes, engoncées dans des linges qui gantaient leurs doigts et fardaient leur bouche d'une blancheur pénible, les servantes ne me faisaient pas même l'aumône de leurs yeux. Je ne suis sortie de l'ombre tourmentée où je m'étais convulsée des jours durant que pour mieux entrer dans cette indifférence ancillaire à laquelle rien ne me préparait. J'ai d'abord songé, je suis morte. Ensuite, un peu de sens m'est revenu. Apparemment, je n'existais plus que ce qu'il faut pour comprendre qu'on existe encore. Et puis un matin, je me suis retrouvée seule dans une maison entièrement sourde à ma voix. Le peu que je connais de la marquise de Merteuil, à mon avis, ce réveil-là est vraiment compliqué si c'est bien de la marquise de Merteuil dont il est question au premier chapitre. On passe aux cordes de bois. Les cordes de bois d'Antonine Maillet chez Grasset, c'est un livre de 1978 qui appartenait à comité d'entreprise de la Banque Populaire. Boîte à livres. Pour ceux qui viennent de l'étrange, l'Acadie est un pays perdu quelque part au loin sur les côtes canadiennes. Mais l'extraordinaire talent raconteux d'Antonine Maillet réussit à le rendre aussi proche qu'une province de chez nous.
plongé dans la chronique mouvementée d'un petit havre des côtes, où les clans se disputent depuis toujours, on suit avec un amusement stupéfait la geste d'une tribu sans pareille. Nichés depuis 3 générations sur les cordes de bois, une butte qui domine le bourg, les mercenaires sont une famille de femmes libres conduites par la Bessoun. Au fil des ans, ce sera la guerre ouverte avec Macfarlane, marchand de bois écossais, avec ma tante la veuve et les siens, vertueux cagots, tandis que le curé arbitre. L'arrivée d'un jeune vicaire aventureux, la venue du matelot irlandais Tom Thumb et pas mal d'événements imprévus, car l'époque en est fertile, c'est la grande crise avec ses chômeurs, ses bootleggers, sa folie. Tout cet étonnant charivari va soudain rassembler autour des mercenaires la sympathique racaille du pays. Contre les pusillanimes et les saintes nitouches, les cordes de bois devient le dernier refuge des déshérités vendus à l'encan, en attendant que la Bessoun rencontre l'homme qu'elle attendait, histoire de prolonger la saga des mercenaires. Oh, il y avait une histoire d'amour. À travers cette merveilleuse langue des côtes, qui tortille les mots comme la mer le Guémon, l'auteur rejoint les plus vrais de nos conteurs. Antonine Maillet est bien la cousine acadienne de Giono le Provençal, de Jouando le Limousin, de Pergaud et de Marcel Aimé les Franc-Comtois. Avec un atout de plus, celle d'un Français unique, préservé dans sa violence drue, avec le courage du parler et les ferveurs d'un grand écrivain. Donc c'est une prof de fac, comme l'est, il me semble, Christiane Baroche avant. Je vous lis un petit bout du premier chapitre. Allez, je vous lis le premier paragraphe. Si les filles du barbier savaient qu'elles furent à 2 doigts de naître aux cordes de bois au début du siècle, d'une garce appelée la Piroune ou de la Bessoune sa fille, elles chanteraient moins haut les vêpres. Et pourquoi pas? Elles n'auraient pas pu naître aux cordes de bois, les filles du barbier. Si le grand-père Guillaume, au lieu de s'en aller prendre femme à la barre de cocagne, avait louché du côté des mercenaires, hein? Nous sommes tous, au pays, à 2 doigts d'un mercenaire, d'un pirate, d'un matelot étranger échoué sur nos côtes un dimanche matin, entre la mer qui gagne et la mer qui perd. C'est si petit le pays. Et des côtes, c'est si instable. Une seule lame de 30 pieds peut vous dévorer un champ de foin salé, vous baver sur la grève une tonne d'épave, avec, au hasard, un jeune marin dans les débris. Tout ça, c'est connu. Et ça vous change drôlement la topographie. J'aime bien. J'aime bien. On passe à Björn aux enfers de Thomas Lavacherie. On est chez l'école des loisirs. C'est un texte qui date de 2005 et c'est la suite de Björn le Morphir. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je chope quelque part. Parce que ça me dit bien, mais très très bien. Je t'attends, Morphir. Personne n'a oublié le message du roi Harald adressé à Björn à la fin de Björn le Morphir. Un message aussi énigmatique qu'inquiétant. Quel genre de mission allait donc être confiée au jeune viking? Elle a de quoi faire frémir. Le souverain lui ordonne de descendre au fond de la terre afin d'arracher son fils, le prince Sven, à la cruelle Mamafidiar, reine des enfers. Cela n'a rien d'une promenade de santé, même pour un Morphir aux pouvoirs exceptionnels. Heureusement, Harald encourage Björn à s'entourer de compagnons de son choix. Un guerrier au cœur tendre, une fiancée pleine de fougue, un demi-irogoire, une chèvre et un bébé dragon souffreteux feront donc partie du voyage. Lors de cette descente aux enfers, le jeune viking va mettre à l'épreuve ses qualités de chef et découvrir de nouveaux pouvoirs insoupçonnés. J'ai jeté un œil très rapidement. Thomas Lavacherie, j'ai l'impression que l'essentiel de son œuvre jeunesse fait partie du même univers. J'ai l'impression qu'il y a une dizaine de bouquins dans cet univers-là. Je ne sais pas à partir de quand c'est. Donc là, c'est le premier qui s'appelle Le Prince oublié, ce tome-ci. Mais il y a bien Björn le Morphir. Björn aux enfers est la deuxième partie d'un long récit datant du XIe siècle, la seule autobiographie viking connue à ce jour. En fait, en lisant ça, j'ai pensé que c'était un nouveau Régis Boyer et que ça allait être une saga. Mais je pense que c'est un roman. Dans Björn le Morphir, le premier volume, Björn nous racontait comment le garçon malingre et peureux qu'il était se transforma en un merveilleux combattant. Une métamorphose qui est la marque distincte d'une certaine classe de héros, la plus rare, les Morphirs.
Le livre relatait également la manière dont Björn et les siens échappèrent à une neige maléfique qui voulait engloutir les hommes et s'approprier leurs âmes pour l'éternité. Les fiançailles de Björn avec la blonde Sigrid ont eu lieu au mois de mai 1066. C'est alors que le roi Harald a appelé le Morfyr à la capitale pour lui confier une obscure mission. Comme c'est un tome 2, j'ai pas forcément envie de vous lire le début. Donc là, vous avez le résumé du tome 1. Ensuite, ça va être ultra bref. Parce que vous allez me dire, voilà le 05. Donc, qui commence à la page 83 et s'arrête à la page 222. Vous allez me dire, mais pourquoi elle a ramassé ça? Je crois que c'est un bouquin... bon, j'ai pas trouvé le reste et je pense que c'est un bouquin policier, mais il n'y en a pas assez pour que je puisse le reconnaître et puis je ne vais pas m'amuser à essayer de le reconstituer. J'ai acheté ça, je vous fais juste une brève aparté là-dessus, parce que j'aimerais bien faire des petites vidéos sur la Blackout Poetry, ou comment, si vous avez des bouquins qui sont déglingués comme cela, vous pouvez en fait faire ce que les loulipots appelleraient du caviardage, à savoir, vous avez une page de texte, vous allez sélectionner quelques mots, essayer de faire une phrase, ou plusieurs mots, enfin bref, vous faites votre petite sauce. Ça peut vous servir de déco, ça peut servir de prompt également, parce que vous pouvez avoir des phrases un petit peu alambiquées, un peu étranges. Je vais vous mettre en lien l'Instagram de Austin Kleon. Il me semble bien qu'il a aussi un site internet. C'est un artiste américain, je ne sais plus, peut-être new-yorkais, qui fait beaucoup de blackout poetry. Donc c'est à savoir de gommer, on va dire, une grosse partie du texte pour mettre en valeur quelques mots, quelques suites de mots qui sont sélectionnés. Ça va pas être forcément faire une phrase qu'on lit qui démarre en haut à gauche pour finir en bas à droite. Vous pouvez faire un petit chemin, etc. Et j'ai envie de faire ça avec vous. Voilà. La deuxième boîte à livres, comme je vous l'ai dit dans la voiture, j'ai rien trouvé. La troisième boîte à livres, non, la deuxième boîte à livres, c'est ici. J'ai pris Les petits secrets d'Emma de Sophie Kinsella. On est chez France Loisirs. Piment, parce qu'à mon avis, il va y avoir quelques scènes explicites. Je les trouve assez jolies, cette maison d'édition, enfin ces petites éditions-là. On est en poche. Ça date de 2005 et Sophie Kinsella, c'est une autrice connue au niveau de la romance. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a fait parce que je ne l'ai jamais lu. Ça ne me revient pas. Pourtant, je la vois beaucoup en vente au rayon occasion chez Auchan, mais je ne sais plus. Donc, ah voilà, c'est les confessions d'une accro au shopping. Donc, ce n'est pas qu'Emma soit menteuse. Disons qu'elle a ses petits secrets. Elle fait un bon 40, pas du 36. Déteste les strings et sa cousine Kerry et a très bien embelli son CV. Rien de bien méchant, mais plutôt mourir que de l'avouer. Mourir? Justement. Lors d'un voyage en avion éprouvant et croyant sa dernière heure arriver, Emma, prise de panique, déballe tout au séduisant inconnu assis à côté d'elle. Tout et plus encore. Sans savoir que l'inconnu en question n'est autre que son PDG. Titon. Quiproquo, coup de théâtre et douce mythomanie, les aventures cocasses d'une menteuse vraiment craquante. J'ai jamais lu, j'ai envie de m'aventurer dans plein de trucs différents au niveau de la romance. Là, on va être plutôt sur quelque chose de marrant, je pense, pour découvrir un petit peu tout ça. Je crois il y a une liste. Bien sûr que j'ai des secrets, c'est évident, tout le monde en a. C'est ultra normal. D'ailleurs, je n'en ai sûrement pas plus que les copines. Je ne parle pas des grands secrets, ceux qui changent la face du monde, du genre, le président a l'intention de bombarder le Japon et seul Will Smith peut sauver l'univers. Non, je parle des cachotteries de tous les jours. Voici quelques exemples qui me traversent l'esprit. 1. Mon sac Kate Spade est faux. 2. J'aime le chéri, même si c'est ringard. 3. J'ignore ce que signifient ces 4 lettres. Autant. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. 4. Je pèse 59 kilos.
pas 49, comme le croit Connor, mon petit ami. À ma décharge, j'avais l'intention de me mettre au régime quand je lui avouai mon poids. Et en plus, il n'y a qu'un chiffre de différence. 5. J'ai toujours pensé que Connor ressemblait à Ken, le Ken de Barbie. 6. Parfois, au milieu d'une partie de jambes en l'air, j'ai envie d'éclater de rire. 7. Danny Nussbaum m'a dépucelé dans la chambre d'amis pendant que papa et maman regardaient Ben-Hur à la télé. Sexy. 8. J'ai déjà bu toutes les bouteilles que papa m'avait conseillé de garder pendant 20 ans. Eh ben, dit-on. 9. Samy, le poisson rouge, n'est pas le même que celui que papa et maman m'ont demandé de garder quand ils sont partis en Égypte. Ça arrive. 10. Quand Artemis, ma collègue, me les casse vraiment, je verse du jus d'orange dans sa plante verte, presque tous les jours. 11. Une nuit, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec Lissy, ma colocataire. 12. Mon string me fait mal. 13. Je suis intimement persuadée d'être différente des autres et absolument certaine qu'une vie fantastique m'attend au coin de la rue. 14. J'ignore totalement de quoi parle ce type en gris. 15. Et en plus, j'ai oublié son nom. Bon, vous voyez, c'est un truc qui est assez marrant, ma foi. Je ne l'ai jamais lu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La traductrice, c'est Daphné Bernard. Et on passe à une autre Daphné. Avec Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, un roman Albin Michel avec une illustration de Gary Blight, je ne sais pas comment on le dit. C'est un bouquin de la bibliothèque, il est couvert. Daphné du Maurier est déjà célèbre dans le monde entier lorsque paraît Ma cousine Rachel. D'emblée, le succès est exceptionnel et aujourd'hui, ce roman demeure, comme Rebecca et l'auberge de la Jamaïque, l'une des œuvres les plus lues de la grande romancière anglaise. Moi, je pensais qu'elle était française. Daphné du Maurier, m'excuserez. Dans la Cornouaille du XIXe siècle, Philippe Ashley, un riche héritier, s'apprête à recueillir Rachel, la veuve de son cousin. Mais d'étranges rumeurs courent sur la disparition de celui-ci. Tombé à son tour follement amoureux de la jeune femme, Philippe est déchiré entre sa passion et ses soupçons. Quel secret cache le visage impénétrable de la trop belle Rachel? Est-elle une malheureuse victime ou cette diabolique meurtrière que tout accuse? Avec un art consommé du suspense, Daphné du Maurier distille entre les deux personnages un sourd climat d'angoisse et de mystère. Un face-à-face envoûtant digne de Rebecca, auquel Susan Hill a donné, avec La malédiction de Manderley, la suite que le grand roman de Daphné du Maurier méritait. Je vais vous lire un petit bout. Eh bien, Daphné du Maurier, elle a écrit plein de choses. Dans l'ancien temps, l'on pendait les gens au carrefour des quatre chemins. On ne le fait plus. Maintenant, quand un assassin paye sa dette à la société, cela se passe à bonne mine, après jugement en due forme aux assises. Je parle des cas où la loi le condamne avant que sa propre conscience ne l'ait tué. C'est mieux ainsi. Cela ressemble à une opération chirurgicale et le cadavre reçoit une sépulture décente, bien que la tombe reste anonyme. Dans mon enfance, il en allait autrement. Je me rappelle avoir vu, petit garçon, un homme enchaîné et pendu au carrefour où se croisent les quatre chemins. Son visage et son corps étaient enduits de goudron afin d'en retarder la corruption. Il resta pendu là 5 semaines avant d'être décroché et c'est la 4e semaine que je le vis. Il se balançait sur son gibet entre ciel et terre, ou comme me dit mon cousin Ambroise, entre ciel et enfer. Il n'atteindrait jamais le ciel et l'enfer qu'il avait connu était perdu pour lui. Ambroise toucha le cadavre du bout de sa canne. Je le vois encore, remuant au vent comme une girouette sur un pivot rouillé. Pauvre épouvantail qui avait été un homme. La pluie avait pourri sa culotte, sinon son corps, et des lambeaux de coutil se détachaient comme des bandes de papier de ses membres enflés. Il y a une sacrée ambiance. On passe à sans doute un essai. Je n'en lis que très peu. L'univers, les dieux, les hommes de Jean-Pierre Vernant chez Point. Dans ce livre, j'ai tenté de livrer directement de bouche à oreille un peu de cet univers grec auquel je suis attachée et dont la survie en chacun de nous me semble, dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais nécessaire. Il me semble aussi que cet héritage parvienne au lecteur sur le mode de ce que Platon nomme des fables de nourrice, à la façon de ce qui se passe d'une génération à la suivante en dehors de tout enseignement officiel. J'ai essayé de raconter comme si la tradition de ces mythes pouvait se perpétuer encore. La voix
qui autrefois pendant des siècles s'adressait directement aux auditeurs grecs et qui s'est tue, je voulais qu'elle se fasse entendre de nouveau aux lecteurs d'aujourd'hui et que dans certaines pages de ce livre, si j'y suis parvenue, ce soit elle en écho qui continue à résonner. Ouais, on est vraiment sur un essai. Je vais vous balayer vite fait la table des matières. Ouais, vraiment mythologie grecque à fond. Je vous donne les grandes parties. On a l'origine de l'univers, guerre des dieux, royauté de Zeus, le monde des humains, la guerre de Troie, Ulysse ou l'aventure humaine, Dionysos à Thèbes, Oedipe à Contretemps, Persée, la mort, l'image. Je pense pas que ce soit utile de vous lire un petit bout, donc je ne vais pas le faire. Mais ça me dit bien, sinon je l'aurais pas pris. On passe ensuite à un auteur que je n'ai jamais lu, enfin très très peu, mais dont j'ai entendu parler dans un atelier d'écriture, donc Raymond Carver, Shortcuts. C'est un livre qui est en anglais. Raymond Carver, c'est un auteur américain qui est spécialiste de nouvelles, voire de courtes nouvelles. Je crois qu'on dit short story, il me semble. Je vais essayer de vous faire une traduction à toute vitesse. On est chez Vintage Contemporaries. Vous moquez pas. Short Stories by Raymond Carver. Je crois qu'il y a eu une adaptation ciné parce que là on parle d'un truc avec Andy McDowell, etc. Alors là-dedans il y a 9 histoires et un poème collectés dans ce volume. C'était un film de Robert Altman. Donc ce sont des histoires qui sont maintenant classiques, que quand elles sont lues ensemble forment un portrait de l'innocence et de la perte, de l'innocence américaine et de la perte. Il y a de l'humour, de la tendresse. Le film Shortcuts réinvente et dramatise et les dramatise de la manière dont seul un artiste du calibre d'Altman pouvait le faire. Là, je pense qu'on parle plus de Raymond Carver comme un des maîtres contemporains, un des vrais maîtres contemporains. On passe à La force du temps de Deborah Harkness au livre de poche, traduit de l'anglais par Pascal Loubet, avec une couverture de Studio LGF, Mohamed Itani, Trévillon Images, Claudia Carlsen Archangel. Je pense que c'est il doit y avoir des illustrateurs pour plein de petites parties de la couverture, il me semble. Et après, ils ont fusionné. Donc, c'est le dernier livre. Phoebe, jeune humaine, est amoureuse d'un vampire. Marcus McNeil, décidé à rester auprès de son âme sœur pour l'éternité, elle choisit, comme Marcus des siècles auparavant, de devenir vampire. Tandis que, en plein Paris, elle traverse jour après jour le processus fastidieux et codifié de la transformation, Marcus attend loin d'elle, comme l'exige la règle, et trouve le temps bien long. Dans une demeure en Auvergne, entourée de Matthew et Diana, désormais parents de jumeaux au pouvoir déjà extraordinaire, il se replonge dans son passé, souvent douloureux, et sa propre métamorphose des siècles plus tôt en Amérique. C'est alors qu'il disparaît du jour au lendemain. Serait-ce lié aux souvenirs sombres et à la réminiscence de danger que Phoebe s'apprête à son tour à affronter par amour pour lui? Donc on nous dit, si vous avez aimé la trilogie du livre perdu des sortilèges, vous ne pourrez que succomber à ce nouvel opus. J'ai lu le premier bouquin du livre perdu des sortilèges, mais ça remonte à il y a 300 ans. Dis donc, c'est que des professeurs qui écrivent. Hein. Du coup, je connais pas. Je vais vérifier si c'est... Parce qu'à mon avis, c'est peut-être pas un one-shot. Je vous lis un petit bout du premier paragraphe, comme d'habitude. Le premier chapitre s'appelle « Rien ». Ça se passe le 12 mai. Lors de sa dernière nuit en tant que Sancho, Phoebe Taylor s'était conduite en fille modèle. Freya y avait tenu. « N'en faisons pas toute une affaire », avait protesté Phoebe, comme si elle se contentait de partir en vacances quelques jours et espérait s'en tirer à bon compte, en faisant ses adieux à sa famille à l'hôtel où il séjournait. « Il n'en est pas question », répliqua Freya avec un air supérieur. « Les Clermont ne se comportent pas comme cela, sauf Matthew, bien entendu. Nous ferons les choses comme il convient. Au dîner, c'est ton devoir. » La réception que Freya donna pour les Taylor fut simple, élégante et parfaite, jusqu'à la météo, une soirée de mai exemplaire. La musique,
Tous les vampires de Paris savaient-ils donc jouer du violoncelle, les fleurs? Il avait été cueilli assez de roses, Madame Hardy dans le jardin pour parfumer toute la ville, et le vin. Freya adorait le cristal. Le père, la mère et la sœur de Phoebe arrivèrent à 20h30 comme convenu. Lui était en smoking, sa mère en lehenga choli turquoise et or, et Stella en Chanel de la tête aux pieds. Phoebe était comme toujours en noir, avec les boucles d'oreilles en émeraude que Marcus lui avait offertes avant de quitter Paris, et une paire de vertigineux talons qu'elle adorait, et qu'appréciait beaucoup Marcus. Bon, il y a une petite sauterie. Je n'en sais pas plus. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même un assez gros book haul. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Je suis contente, j'ai du classique, du jeunesse, du fantastique sans doute. J'ai de l'anglais, je lis assez peu en anglais parce que je suis une grosse feignasse. Mais Raymond Carver, il est assez peu traduit à ma décharge. J'ai déjà essayé de trouver des bouquins de sa plume en français. Et ben bonjour, c'est une quête. N'hésitez pas à me dire s'il y a un bouquin parmi eux ou un auteur que vous avez déjà lu ou un petit peu dans ces thématiques, notamment Daphné du Maurier ou Henri Troya par exemple, qui sont connus. Ou des trucs sur la mythologie, ou des trucs qui se passent au Québec, ou est-ce que vous avez lu Les Liaisons Dangereuses? Racontez-moi tout. À tout bientôt, et je pense que le prochain coup que je ferai comme ça, je ferai ça maintenant quand j'irai ramener des livres et en prendre dans les boîtes à livres, je ferai ma petite tournée et je ferai un gros book haul plutôt que d'en faire des petits. À tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein et passez un très bon mercredi. Salut!